Bonjour Colombe. Bonjour Julie, bonjour à tous. Je suis très très heureuse de cette rencontre. En fait, on aurait dû se rencontrer dans un mois pour de vrai à Genève dans le cadre d'un festival littéraire qu'on lançait. Et comme la plupart des festivals et de tous les événements culturels, il n'aura pas lieu. Donc, je suis d'autant plus contente qu'on se voit aujourd'hui et encore plus après avoir lu ton livre que j'ai trouvé superbe. Merci On, beaucoup. Ma première question, elle est très simple. Ton livre a été publié le 26 février, presque au moment où tout s'est arrêté. Comment vas-tu? Ça va, bizarrement ça va. J'ai pas vraiment pensé à mon livre pendant une quinzaine de jours. J'ai surtout fait ménage chez moi, fait la cuisine. Enfin, j'étais un peu comme tout le monde, sidérée et obsédée par l'épidémie, ne lisant que les journaux et ne pouvant rien faire d'autre. Je crois que j'ai rien lu et je suis pas la seule à avoir beaucoup de mal à lire et à penser à autre chose que l'épidémie. Ouais, Et puis, j'avais presque oublié que j'avais un livre qui était enfermé dans une librairie. c'est Alors que incroyable. ce livre, j'ai quand même passé comme 3 ans de confinement, de travail, d'obsession pour l'écrire. Et puis, peu à peu, je crois que c'est un mail d'un agent américain qui a lu le livre, qui avait beaucoup aimé. Et je me suis dit, peut-être que ce livre, là, il est peut-être pas, il existe quelque part et ça vaudrait peut-être le coup que je fasse quelque chose. Et quand j'ai commencé à poster des images sur Instagram, D'accord. de cette époque où je vivais à New York au début des années 90, et je me suis prise au jeu à raconter les coulisses du livre. Comment on écrit une fiction, c'est-à-dire qu'on part d'un point très précis qui est réel, un fait Ouais. matériel, et de ça, on va inventer. Ah Euh, oui, et donc, je ne vais pas si mal. Après, j'appréhende un peu lundi l'ouverture des librairies. Euh, J'étais assez sage, je restais enfermée chez moi pendant toutes ces semaines. Et ce qui est un peu une posture pour quelqu'un qui écrit, une posture assez normale finalement. ouais. Et donc, oui, ça va. Ça va. Bon, Je bah, ne suis ça, pas c'est plutôt malade. une bonne Personne de nouvelle. mes proches a été malade et donc, pour moi, ça va. Ouais. Super. J'espère que ça va Je pour vous. voulais, Ah ben ça va très bien. Je voulais, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être dire quelques mots sur toi, parce que ton visage ou ta voix ne sont pas inconnus pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et pour cause, parce que tu es journaliste. Donc, tu as travaillé, pour commencer, je crois, avec Daniel Schneiderman dans l'émission Arrêt sur Image. Ensuite, sur Canal+, sur France Inter, où tu as animé, produit des émissions. Je crois que tu réalises aussi des documentaires. Et puis, parallèlement, plusieurs livres, beaucoup ont été primés. Je pense au prix Murat en 2007 pour l'incroyable Monsieur Schneck, au Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro pour Val-de-Grâce, au prix Anna de Noailles de l'Académie française pour une femme célèbre, au prix Marcel Pagnol en 2018 pour les Gardes de mon père. Donc, beaucoup de récompenses. Et un dernier livre aujourd'hui, Nuit d'été à Brooklyn, qui est ton 12e, je crois. Je dirais que c'est un roman d'amour, mais très ancré dans le social, dans le politique. Et j'aurais souhaité savoir si tu pouvais nous en raconter l'histoire en quelques mots. C'est pas facile. C'est à la fois Non, un roman d'amour, parce que j'aime les romans d'amour et je voulais quand même raconter une histoire d'amour, parce que j'aime ça. Je trouve que, comme dit Pascal Quignard, aimer la seule tentative nécessaire d'une vie. Donc, je voulais raconter une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre donc deux personnes. Esther, qui est une jeune femme blanche, bourgeoise, juive, qui arrive à New York au début des années 90, qui est un peu ce que j'étais moi à l'époque, comme jeune journaliste qui part faire un stage pour le Monde, qui rêve de devenir correspondant du Monde à New York, qui est pleine d'ambition, une jeune femme très ambitieuse, et un homme qui est plus âgé qu'elle, qui est marié, qui est professeur d'université, spécialiste de Flaubert, spécialiste de littérature française, un intellectuel noir. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui veulent peut-être échapper à l'assignation, à ce qu'on voit d'eux, hein, une juive, un noir. Ils veulent être autre chose, ils veulent être eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez actuel et qui est, on veut toujours vous placer dans ce que vous êtes. Vous êtes une femme, vous êtes arabe, vous êtes noir, vous êtes juif, vous êtes homosexuel. Moi, j'ai toujours voulu échapper à cette assignation. Et donc, les personnages reflètent ce refus et ce besoin de liberté. Donc, il y a ça qui est important. C'est une histoire d'amour avec ses difficultés.
J'avais presque envie à un moment j'adore les comédies sentimentales, j'avais presque envie d'écrire quelque chose qui ressemble à ça. Mais la vie vous rattrape. C'est ce que je voulais montrer. La société, la politique, la violence de la rue vous rattrape. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'épidémie. On croit vivre chez soi et la rue vous rattrape. Les événements, l'histoire vous rattrape. C'est ce qui va se passer avec Esther et Frédéric. Leur histoire, c'est pas l'épidémie, c'est des émeutes qui ont lieu à New York l'été 91, l'été où se passe ce roman. Les émeutes de Crown Heights qui vont opposer. Crown Heights, c'est un des rares quartiers aux États-Unis où blancs et noirs vivent ensemble. Les blancs, c'est une secte juive orthodoxe qui s'appelle les Lubavitch, qui vivent vraiment entre eux. Avec des règles très anciennes, et les Noirs viennent en majorité de la Jamaïque, des Antilles, c'est des émigrés qui appartiennent tous à peu près à ce qu'on pourrait dire la petite classe moyenne. La cohabitation est difficile, et en raison d'un accident de voiture où un petit garçon noir va être tué, il y aura à New York 3 jours d'émeute où des jeunes noirs vont crier à mort les juifs et vive Hitler à New York, ce qui est impensable dans nos yeux d'Européens. Comment est-ce que c'est possible? Et pendant ces 3 jours d'émeute, la police ne va pas intervenir. Donc c'est à la fois cette histoire d'amour, mais aussi une enquête sociale, même policière, sur ces émeutes, sous la non-intervention de la police, puisque Esther est une jeune journaliste qui va vouloir savoir ce qui s'est passé, et aussi comprendre l'histoire et la difficulté de son histoire avec Frédéric. D'accord. Alors, tu évoques souvent des choses assez personnelles dans tes romans, ta famille, tes origines, tes amours. Et le personnage d'Esther, tu l'as dit, est journaliste, comme toi, quand tu es partie à New York. Est-ce que ce roman raconte ton histoire? Est-ce que c'est très proche de ce que tu as pu vivre? Non, c'est la première fois que je fais vraiment une œuvre de fiction. C'est un roman. Oui. Effectivement, j'ai beaucoup écrit sur ma famille. J'ai écrit sur mon père, ma mère, mes grands-parents. C'est un roman. Les émeutes, tu étais là-bas pendant les émeutes? Alors, j'étais effectivement une jeune journaliste à New York l'été 91. Esther, dans le roman, reste 3 mois. Moi, je suis restée 3 ans vivre à New York. Donc, c'est une ville que j'ai bien connue. Mm-hmm. Et je continue à lire beaucoup de littérature américaine, à lire la presse américaine. Donc, il me semble que je connaissais suffisamment pour raconter ce New York des années 90, qui est le décor du roman. Je n'ai pas connu d'histoire d'amour avec Frédéric. J'ai eu d'autres histoires d'amour, mais pas avec quelqu'un qui ressemble à Frédéric, même si j'ai connu, et peut-être que c'est à l'origine du livre. Mm-hmm. Parce que quand j'arrive à New York cet été-là, je suis assez innocente de ce que peut être la ségrégation aux États-Unis, c'est-à-dire que noirs et blancs vivent séparés. Et je me souviens que je me fais draguer, quoi. J'ai ce qu'on appelle une date. Oui, on va en reparler des dates, parce qu'il y a des passages très amusants dans ton livre sur les dates. Voilà, c'est le système de la séduction américaine, et avec un jeune homme qui est très élégant, qui est en costume. Il a 26 ans, mais il s'habille comme un monsieur, et moi ça me plaît. Il parle français couramment, il est américain, il parle français couramment, il est diplômé d'une grande université, il travaille dans l'édition, et il est noir, et il arrive en retard en rendez-vous, et il me dit, tu sais, j'arrive en retard parce que je ne peux pas courir dans la rue. Un noir qui court dans une rue de New York est suspect, et je risque de me faire arrêter par la police. Et si je me fais arrêter par la police, c'est trop dangereux pour moi. Et je n'en reviens pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'habille comme ça, que je mets toujours des costumes. C'est un moyen pour moi de rassurer le policier. Et l'autre chose qui me bouleverse, auquel j'ai toujours pensé, c'est quand New York à l'époque est une ville assez dangereuse. On fait attention quand on marche dans la rue le soir. Jamais dans une rue déserte. Et ni quand je vois une femme blanche marcher devant moi le soir, je change de trottoir parce que je sais qu'elle va avoir peur. C'est bouleversant, ce sentiment de susciter la peur et la méfiance en permanence. Et puis, il y a 3 ans, je lis dans le New York Times le témoignage d'un jeune écrivain d'origine jamaïcaine qui raconte exactement la même chose. C'est-à-dire que 25 ans après 8 ans de présidence Obama, la situation il n'y a aucun progrès pour les Noirs américains. Et
je me souviens aussi que quand j'ai commencé à écrire ce livre, donc l'idée d'une histoire d'amour entre voilà, une jeune femme blanche, juive et cet intellectuel noir. Et j'en parle à Pep Ndiaye, qui est un historien spécialiste des Noirs américains. Et je lui raconte mon projet et il me dit, tu sais, fais attention, Colombe, il faut que tu saches que... Enfin, il me dit pas fais attention, mais il me dit, comprends bien que dans cette histoire d'amour, ce qui unit Esther et Frédéric, c'est la peur commune. C'est que noirs et juifs, il y a une peur commune. Et c'est ça qui va être le ciment de leur amour. Et je trouvais l'idée très intéressante, très forte. Et donc, j'ai commencé à beaucoup lire sur les liens entre noirs et juifs aux États-Unis, les liens dans la Ligue des droits sur les droits civiques, sur les liens qui ont existé et sur la rupture de ces liens qu'il y a eu dans les années 70. Donc, il y a tout un travail documentaire assez important, qui est mon travail de journaliste, que j'aime bien, je suis assez obsessionnelle dans mes enquêtes. Mais il fallait un moment que j'oublie tout pour écrire un roman et que ce soit un roman, voilà, un roman d'amour. Alors, pour en revenir à Esther, elle arrive donc en 91, elle débute comme journaliste et tu dis à un moment qu'elle ne comprend pas tout de suite qu'une interview n'est pas un débat, que les questions doivent être courtes et les réponses longues. Alors là, j'ai une grosse pression. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté? Pas forcément, mais effectivement, je me souviens d'avoir été frustrée parce que j'avais envie de rencontrer, comme jeune journaliste, des gens que j'aimais, qui m'intéressaient, et j'avais envie de discuter avec eux. Non, il faut effectivement. J'ai fait beaucoup d'interviews et ce qui compte effectivement, c'est davantage les réponses que les questions. J'ai appris en te lisant. Alors, un peu moins léger, Esther fait aussi beaucoup de cauchemars. Et tu en parles à plusieurs reprises, elle semble souffrir d'une mémoire traumatique. Tu écris, Esther ne sait pas encore que le passé nous entrave, que ceux qu'on a laissés derrière soi, morts ou vivants, nous surveillent, que rien ne commence ni se termine vraiment. Est-ce que tu pourras nous en parler, nous en dire un petit peu plus? Oui, sans tout dévoiler. C'est quand je pense à ce que j'étais moi à l'époque, c'est la jeune journaliste que j'étais, la jeune femme que j'étais de 23-24 ans. Je pensais effectivement que le passé n'existait pas, le passé de ma famille, l'histoire de ma famille n'existait pas, que je commençais un monde neuf, cette illusion de commencer un monde nouveau et neuf. Je ne sais pas si tu es trop jeune pour ça, mais au début des années 90, on parlait aussi de la fin de l'histoire, on était l'avènement de la démocratie, qu'il y avait la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, mais que l'histoire plus ancienne, qui n'était pas si ancienne que ça, puisque moi je suis née en 1966, donc je suis née 20 ans après la fin de la guerre, enfin 21 ans après. C'est rien, 20 ans, 21 ans. Que l'histoire de ma famille ne me concernait pas. Je me trompais, bien sûr. Et disons, mon travail, tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, c'était d'écrire sur l'histoire de ma famille. L'histoire de mes parents et de mes grands-parents pendant la guerre, que c'était absolument nécessaire de savoir et que ce passé, j'étais liée à ce passé. Et c'est drôle, c'est que quand j'ai commencé ce livre, je voulais une fois de plus m'affranchir de ce passé, mais moi-même, je me dis, je vais écrire un livre qui se passe à New York, et je mets ça entre guillemets, mais il y en a marre de mes livres sur ma famille, la Shoah, j'en peux plus, je voudrais passer à autre chose. Eh bien, moi-même, dans ce livre, j'avais pas le choix. J'ai dû une nouvelle fois revenir au passé de ma famille. Et pourtant, j'en avais pas envie. Et Frédéric, alors, du coup, comment tu pourrais nous le décrire, un deuxième héros du livre? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Parce il va y avoir un coup de foudre entre Esther et Frédéric. Oui, c'est une histoire d'amour avec un homme qui a ce point commun avec Esther, c'est qu'il veut être libre de son histoire, du passé, mais il est plus âgé qu'elle, il est plus sage, et c'est lui qui va dire à Esther mais qu'il ne peut pas s'affranchir, qu'elle doit connaître l'histoire de la peur dans sa famille, parce que lui la connaît, l'histoire de la peur dans sa famille. Il est arrière-petit-fils d'esclave. Mais son grand-père, qui lui-même est petit-fils d'esclave, s'est installé à Chicago, a fait fortune, comme il est devenu barbier, puis il a fait fortune dans l'import-export de produits de beauté. Il vient d'une famille riche. Ça, je ne l'ai pas inventé, ces Noirs américains fortunés de Chicago
vient d'une documentation, en particulier des mémoires d'une journaliste du New York Times qui s'appelle Margot Jefferson, qui vient de ce genre de famille, qui raconte bien ce que c'était que ces Noirs qui ont le sentiment d'être à part, qui vont échapper à la violence que subissent les Noirs américains. Et puis qui vont se rendre compte que non, ce n'est pas possible. Et Frédéric est quelqu'un qui pense qu'il peut échapper. Il espère en tout cas pouvoir échapper. Il est professeur de littérature, il est passionné de littérature française parce qu'il a été élevé en France par des parents qui ont voulu échapper. Comme James Baldwin, par exemple, à la situation des Noirs américains en s'installant en France dans les années 60. Donc, il a été élevé en France et puis il a dû retourner à Chicago adolescent et donc il s'est retrouvé dans ce que c'est qu'être la peau d'un adolescent noir américain. Mais n'empêche qu'il a toujours voulu échapper à cette situation par ses études. Parfois, on lui reproche, par exemple, pourquoi tu es spécialiste de Flaubert et non pas de littérature afro-américaine. Mais il tient à ce choix, à cette capacité d'être autre chose de ce à quoi on l'attend. Comme Esther, il a cet espoir de se libérer de ce passé. Mais encore une fois, comme il est plus sage que lui, il pense que c'est possible. Il pense que c'est possible. Non, je me trompe. Elle pense que c'est possible. Lui sait que c'est extrêmement difficile. Et derrière, il est marié avec une femme qui s'appelle Ruth, qui lui rappelle constamment. Ouais, c'est un couple intéressant aussi, c'est une famille intéressante. Considéré comme noir et que le combat n'est pas terminé. Alors, tu évoques aussi de manière très drôle, on le disait, la maîtrise du date. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il semble qu'il y ait une petite spécificité américaine. Oui, ces règles, moi j'ai mis très longtemps à le comprendre quand j'habitais à New York, c'est que en France, la séduction est quelque chose d'assez flou. On ne dit rien, on se cache, c'est cette fameuse carte du tendre du 18e où on fait semblant de rien, on est dans le flou permanent, dans l'ambiguïté permanente. Esther arrive comme ça. On va lui expliquer que ça ne marche pas comme ça. Aux États-Unis, ça ne marche pas du tout comme ça. Au contraire, il y a une espèce de négociation entre c'est drôle. Toujours aussi effrayés qu'en Europe, qu'en France. Et on va dire de façon assez franche et sincère ce qu'on cherche, qui on est, à travers une série de rendez-vous qui sont assez codifiés. Un premier dîner, un deuxième dîner. Si vous acceptez un deuxième dîner, c'est un signe que vous êtes intéressé. Donc, il faut se dévoiler un peu plus davantage sur ce dont on a envie, si on veut une relation fidèle, pas fidèle, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sa famille. Et je me souviens qu'effectivement, j'avais beaucoup de mal avec ça, avec la clarté de ces questions. Et moi, j'étais effrayée. Alors, il y a un autre de tes personnages dans le roman, Élise, qui a une botte secrète imparable pour séduire les filles. Il leur demande d'avouer leur plus grande honte. Est-ce que c'est du vécu? Non, ce n'est pas du vécu, mais je voulais créer un personnage qui serait parfait pour Esther, qui serait a priori le boyfriend, le fiancé parfait. C'est-à-dire qu'il est juif, il est bourgeois, il a son âge, alors que Frédéric est plus âgé, il est marié. Enfin, c'est un peu une histoire catastrophique qui ne peut pas, a priori, fonctionner, qui ne peut pas faire plaisir à la mère ou à la grand-mère d'Esther, qu'elle espère qu'Esther va se marier avec un bon médecin juif, comme elle. Enfin, comme elle a été élevée pour, en tout cas. Mais Frédéric, effectivement, est ce personnage, a priori, parfait socialement, mais manipulateur et menteur. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup amusée avec ce... Élise, tu veux dire? Qui s'appelle Élise, oui. Est-ce que tu voudrais bien nous lire un extrait de ton livre? Oui, bien sûr. À propos de rencontres. Je vais lire la première rencontre entre Esther et Frédéric. Oui, avec plaisir. 16 juin 1991, 2 mois avant l'accident. Frédéric lui a donné rendez-vous à l'Union Square Café. Il est arrivé en retard de 10 minutes, ne s'est pas excusé. Esther, elle est toujours à l'heure, c'est-à-dire en avance de 5 minutes. Il a commandé des tuna melts, du thon en miettes, sur un muffin toasté, agrémenté d'une tranche de cheddar fondu et de 2 jus d'orange. Elle trouve le choix de Frédéric, cette combinaison thon plus cheddar fondu, bizarre.
Lui est en face de cette jeune femme dont il doit deviner les questions. L'accent français, les mots qu'elle invente sortent de mayonnaise franco-américaine. Les fautes de syntaxe, la rapidité de son élocution la rendent difficilement compréhensible. Elle parle trop vite, de peur que ce qu'elle veut dire ne lui échappe, et aussi d'imposer à son interlocuteur des secondes supplémentaires qu'il pourrait mieux utiliser ailleurs. L'idée qu'il puisse rendre une jeune Française nerveuse amuse Frédéric. Elle baisse les yeux dès qu'elle sent que leurs regards se croisent, tapote sur son petit magnétophone. À 41 ans, Frédéric est professeur de littérature française à la New York University, NYU. Il a déjà eu le droit à un portrait dans le New Yorker, titré Gustave's Friend, avec une photographie en noir et blanc par Richard Avedon, qui avait été davantage commenté que l'article lui-même, car il était rare que le journal cède à sa tradition de ne publier que des dessins. Le journaliste contait sa biographie, son grand-père, petit-fils d'esclave, barbier à Chicago, qui fait fortune en apportant des rasoirs, des brosses et des peignes en corne de Grande-Bretagne, puis des parfums de France. Son père qui avait choisi de vivre dans le sud de la France à la fin des années 50, sa mère poétesse antillaise, sa naissance à Aix-en-Provence, l'enfance à Beaulieu dans le Luberon. Il est décrit marchant pieds nus, humant les odeurs argileuses des tomates et de la lavande acidulée, puis se retrouvant à Chicago dans des avenues glaciales sentant la friture et les pots d'échappement. À Chicago, à 11 ans, il a découvert d'un coup qu'il appartenait à un monde de privilèges, coupé du reste du pays, la somptueuse boutique de son grand-père, la grande maison de Park Manor, le quartier où se concentraient les riches familles noires, le lab, le lycée expérimental de Hyde Park, avec ses 2 élèves noirs par classe, et aussi qu'il n'était plus un enfant d'exotique expatrié, mais un adolescent afro-américain. Merci beaucoup. Voilà, on y est. Donc, on l'a compris, c'est une histoire d'amour, mais qui prend place dans un contexte très particulier. Tu dis souvent, tu as dit plusieurs fois dans tes livres qu'on ne parle pas des choses qui fâchent. Et je me disais… C'est mon père qui disait ça, oui, on ne parle pas de… Ouais, tu le dis à plusieurs reprises, et là pourtant on évoque un problème qui est dans ce livre assez tendu, donc la vie des personnes juives, des personnes noires ensemble. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré particulièrement, qui t'a donné envie d'écrire sur ça? Alors, parce que justement, moi j'écris uniquement sur les choses qui fâchent. L'antisémitisme est accepté, pas accepté, mais on en parle si c'est l'antisémitisme, l'extrême droite, des méchants nazis. Le racisme comme l'antisémitisme est partout. Il est chez les riches, il est chez les pauvres, il est chez les noirs, il est chez les blancs, il est chez les arabes. Il est à gauche, il est à droite, comme le racisme. Le racisme est aussi à gauche, il est aussi chez les blancs, il est aussi chez les juifs, il est aussi chez les noirs. Personne n'est épargné par le racisme, l'antisémitisme et le rejet de l'autre. Donc, parler de l'antisémitisme de ces jeunes noirs, effectivement, c'est un sujet qui fâche. On n'a pas tellement envie d'en parler. On n'a pas envie d'écrire, de lire. C'est les émeutes de Crown Heights, donc ces jeunes noirs crient à mort les juifs. Disons, c'est un sujet assez désagréable. Oui, c'est sûr. Et c'est ça qui m'intéressait. Écrire justement sur ces choses désagréables. Il y a un paradoxe. Tu dis que les personnes juives et les noirs qui vivent ensemble, c'est un peu comme 2 paquebots dans la nuit qui s'ignorent. Et en même temps, tu nous disais tout à l'heure, ce qui rapproche Esther de Frédéric, c'est leur peur commune. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, ça? Bien sûr, c'est paradoxal. Alors, cette expression « 2 bateaux dans la nuit qui s'ignorent », c'est une expression qui n'est pas de moi, mais qui est d'un homme que j'ai rencontré, qui est une association à Crown Heights culturelle, qui justement s'occupe de rapprocher jeunes noirs et jeunes juifs ensemble, et il a utilisé l'expression de bateaux qui s'ignorent. Ils s'ignorent, la peur est commune. On oppose les juifs et les noirs, on opposerait les noirs qui seraient pauvres, les juifs qui seraient riches, mais les juifs de Crown Heights ne sont pas riches, c'est de Lubavitch. Les noirs de Crown Heights ne sont pas pauvres, c'est plutôt des gens qui attendent la classe, une petite classe moyenne. Il y a des chauffeurs de taxi, des employés, mais on les oppose. Alors qu'il y a énormément de choses qui unissent effectivement ces 2 communautés. Et en particulier, cette peur commune, ce sentiment d'être constamment suspect dans les yeux des autres.
Et c'est ça qui m'intéressait, c'est là-dessus que je voulais écrire. Même si j'aime écrire sur les choses qui fâchent, je suis par nature quelqu'un d'assez optimiste et je cherche toujours où est la conciliation, où est le lien possible. La relation entre Frédéric et Esther est un petit peu un espoir quand même. C'est une histoire d'amour. Et ce que j'aimais, c'est que quand Esther et Frédéric sont tous les deux ensemble, qu'ils sont nus dans un lit, l'histoire n'existe pas, la race n'existe pas, les couleurs de la peau n'existent plus. C'est deux personnes qui s'aiment. Ils sortent dans la rue et là, la suspicion commence. Là, on commence à les regarder. Je me souviens que quand j'écrivais, c'était à Paris, j'ai aussi interviewé des Noirs américains et je me souviens que j'avais rendez-vous avec un écrivain américain qui s'appelle Jack LaMarche, qui vit à Paris depuis longtemps, qui est noir, et j'étais dans un café et je voyais les regards sur nous. Les regards, et j'ai utilisé ça, c'est le regard. Oui, on le sent bien. Qu'est-ce que fait une blanche et un noir ensemble? Alors peut-être un mot aussi, c'est un autre sujet qui est très intéressant dans ton livre, c'est le rôle de la police, puisque justement ils sont présents, mais au moment des émeutes assez absents. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y avait un mystère dans ces émeutes, c'est que pendant 3 jours, la police n'intervient pas, elle laisse faire. C'est-à-dire que des gens vont être tabassés, des Lubavitch vont être tabassés, des magasins dévalisés, les jeunes vont lancer des pierres, brûler des voitures, crier à mort les juifs. Et comme ils vivent ensemble dans un quartier où ce n'est pas des immeubles, mais surtout des petites maisons, déjà, les mères de famille appelaient les appels d'urgence et les appels d'urgence ne venaient pas. Donc, on lance des pierres sur notre maison, on crie à mort les juifs et la police n'intervient pas. Et je me suis demandé pourquoi la police n'était pas intervenue pendant 3 jours, alors qu'à l'époque, le maire de New York, c'est un maire démocrate, David Dinkins, qui est noir. Il y a un énorme espoir de la part des Noirs new-yorkais. Le chef de la police, c'est un excellent policier, c'est un type qui s'appelle Lee Brown, qui est noir aussi, qui est le premier noir le chef de la police de New York, qui est l'inventeur de la police de proximité. Pourquoi la police n'intervient pas? Et donc, j'ai effectivement enquêté pour comprendre ce qui s'était passé. Et il n'y a pas une explication simple qui nous faciliterait la vie, mais il y a une série, disons, de malchance, de mauvaise coordination, le fait que c'était l'été, que le chef des patrouilles passait il y a toute une série de faits que j'essaie de décortiquer, de raconter pour comprendre pourquoi la police n'est pas intervenue et pourquoi la police a laissé faire pendant 3 jours avant d'appliquer. Tu laisses planer le doute aussi, ceci dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une consigne pour que la police n'intervienne? Non, je ne crois pas qu'il y ait de complot pour que la police n'intervienne pas. Il n'y a pas eu vraiment de consigne. C'est plutôt une série d'erreurs et de malchance, d'incompréhension et de mauvaise organisation qui fait que la police n'intervient pas et que le plan anti-émeute ne sera appliqué qu'à partir de 4 jours. Et une fois que le plan anti-émeute est appliqué, en 3 heures, c'est terminé. Oui. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, on l'a dit, tu es journaliste, on le sent beaucoup dans l'écriture de ton livre, qui est très factuel, en particulier quand tu parles au début du livre de l'accident. C'est très, très factuel, on a les réactions des uns et des autres. Je me suis demandé si tu n'avais pas pensé à faire un documentaire sur le sujet. Est-ce que tu as tout de suite été vers la fiction parce que... Oui, c'est la fiction qui m'intéressait. Et d'ailleurs, la difficulté que j'avais à un moment, c'est que je ne voulais pas que ce soit un document et qu'il y avait beaucoup de parties, parce que j'avais beaucoup travaillé, qui étaient des parties documentaires et qu'il fallait les supprimer pour que les personnages soient toujours incarnés et que qu'on soit toujours dans le roman et dans l'histoire et dans le romanesque. Est-ce que finalement, la fiction permet pas d'approcher au plus près de la réalité, peut-être plus qu'un documentaire parfois? Oui, en tout cas, c'est ce que je voulais pour pouvoir raconter ce qui se passe à l'intérieur des personnages, pour pouvoir des documentaires sur Cronkite, bizarrement, il n'y en a pas. J'ai inventé des épisodes d'une série sur Netflix qui n'existe pas. Mais oui, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me disais, c'est pas possible. On dit ça, donc peut-être que j'espère, le livre pourrait être adapté en mini-série pour Netflix, mais encore une fois, je pense que c'est une histoire aussi qui gêne pas mal. Voilà, j'étais étonnée qu'il y ait aussi peu. Aux États-Unis, il y a une très bonne pièce de théâtre qui a été écrite sur les émeutes de Crown Heights, mais ce n'est pas des émeutes qui restent, sauf pour ceux qui les ont vécues
en 1991. Mhm. Alors, tu as choisi une construction qui est assez originale, je trouve, où tu pars de l'accident en 91. Et puis ensuite, il y a comme une sorte de compte à rebours, des mouvements en avant, en arrière dans l'histoire. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je conseille vraiment aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu ton livre de l'acheter en version papier. Alors, parce que outre la superbe couverture qu'on voit derrière moi, la version papier, ça permet vraiment de mieux suivre, je trouve, l'histoire que tu nous racontes. Je me demandais ce qui t'avait conduite à opter pour cette construction. Parce que je voulais vraiment montrer comment un accident c'est toujours un accident, c'est-à-dire que vous savez, quand quelque chose se passe mal, on est toujours là à se dire si c'était passé ça, etc. À vouloir revenir en arrière, avoir des sortes de... et là, il y a l'accident. L'accident est toujours bête, l'accident est toujours... il n'y a pas de complot de l'accident. L'accident arrive pour une série de raisons qui s'additionnent et le malheur est là et un petit garçon meurt. Quel plus grand malheur que la mort d'un petit garçon. Et la mort de ce petit garçon va entraîner ces émeutes, va entraîner un attroupement, va entraîner des rumeurs sur cette mort. Et le soir même, un étudiant juif est poignardé et est mort à son tour. Et je voulais montrer comment l'accident, la bêtise de l'accident se confronte à nos vies. On croit que nos vies avancent comme ça, tranquillement, jour après jour. Et puis quelque chose va fracasser nos vies. Il y a des ondes de choc. Va faire que ça ne se passe pas comme prévu. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Et donc, je voulais remonter, voilà. Je voulais raconter très précisément cet accident et remonter dans une sorte de flashback pour montrer combien cette histoire d'amour qui aurait pu, je ne vais pas raconter ce qui se passe, continuer ainsi, va se trouver bouleversée par l'accident et la mort de ce petit garçon. Alors, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton livre, c'est que, alors, ça n'est pas un roman choral où on a un chapitre dans la tête d'un des protagonistes et puis ensuite un autre, mais en revanche, on entre quand même dans les psychologies de chacun des personnages. Parfois, au sein du même chapitre, tu vas nous dire, en parlant à la troisième personne du singulier, Frédéric ceci, cela, Esther ceci, cela. Parfois, le jeu arrive et je me demandais pourquoi tu avais choisi cette forme littéraire aussi. Qu'est-ce que ça apportait comme rythme? C'est un roman à la troisième personne et à un moment, le jeu arrive. Je voulais montrer qu'à un moment, Esther prend en charge son histoire. Mm-hmm. Elle est à côté de son histoire, elle n'est pas vraiment à sa place. Et à un moment, elle prend en charge son histoire. Et le jeu arrive à ce moment-là. Parce que je pense que dans ma vie de femme, d'écrivain, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment, j'ai pris en charge mon histoire, je l'ai racontée et mon jeu est arrivé, ma place est arrivée. Et je voulais donner à Esther cette chance-là, voilà, d'arriver à dire je. D'accord. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, on a pas mal d'auteurs qui nous livrent avec un livre, quand il paraît, une playlist. Alors, pour toi, ce n'est pas une playlist, même si la musique est présente dans le livre, puisque Frédéric offre des cassettes de musique à Esther. Mais en revanche, on a quelque chose que j'avais jamais vu, et tu nous as dit donc c'était lié au confinement, c'est le film du livre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est super agréable. Et pour ceux qui découvriront le livre, je vous encourage vraiment à aller voir le compte de Colombe, le compte Instagram ou le compte Facebook. On voit en images le cadre du livre. Je me demandais quel était ton rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, j'étais comme tout le monde, j'avais beaucoup d'espèces d'appréhension. J'avais un compte à Instagram depuis quelques années, mais je mettais les livres que je lisais, et puis parler de soi sur Instagram, c'est toujours compliqué de mettre des photos de soi. Je le faisais de temps en temps et je voyais que j'avais plein de likes quand je mettais des photos de moi. Et pour la promotion de mes livres, pour parler de mes livres, j'étais toujours mal à l'aise. Alors, je mettais autant la couverture, autant je mettais des articles sur mes livres ou les rencontres en librairie. Mais disons que je ne voyais pas très bien à quoi ça me servait. On me disait, il faut que tu aies un compte Instagram, donc j'avais ce compte. Et bon. Mais effectivement, tout d'un coup, avec le confinement, cette idée qui m'est venue comme ça, un peu par hasard, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre des... Voilà, je commençais à faire le ménage, de ranger mes affaires, de retrouver des vieilles photos, de raconter comment, effectivement, d'une photo, d'une image, d'une sensation, d'un restaurant où on est allé, un café, une épicerie,
via une scène. Voilà. Ah, mais c'est génial. Pour les lecteurs, c'est vraiment génial. Moi, j'adore voir tes petites photos qui illustrent. On se figure davantage ce que peut être le cadre du livre. Je vois Nathalie qui est revenue parmi nous. Je ne vous dérange pas, je te laisse finir, Julie. Vas-y. Finis. Non, non, mais je peux te laisser poser quelques questions et puis. Alors, je vais juste très rapidement, il y a quelqu'un qui se pose la question sur ton titre. Pourquoi ce titre? Parce que ça fait un peu titre de comédie romantique. Or, ce n'est pas une comédie romantique. Hein, le titre est un peu trompeur. C'est fait exprès, c'est voulu. Et pourquoi on n'a pas une belle photo de New York? Voilà la question. Nuit d'été à Brooklyn, c'est effectivement un titre un peu de comédie romantique, mais il y a cette partie-là dans le livre. Mais c'est aussi pour moi Shakespeare. Et il y a une phrase de Shakespeare qui a un rôle important dans le livre, mais c'est aussi une référence à Shakespeare et à la tragédie de la vie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui la mort et l'amour sont présents dans le livre. Alors ça peut pas être très présomptueux de se référer à Shakespeare, mais pour moi c'était aussi une référence à ces cantes. Julie, tu veux qu'on enchaîne sur les questions? Tu veux revenir? Tu l'avais pas terminé? Parce que je voudrais pas non, mais je pensais à une phrase que j'ai pas évoquée tout à l'heure. Il y a un des personnages, Frédéric, qui dit « Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer les uns les autres ?» Et c'est une phrase vraiment clé, je trouve, dans ce livre. C'est Frédéric qui dit ça, je crois, de mémoire. Ouais, je crois que c'est Frédéric. Exactement. Alors, c'est Frédéric qui dit ça. Ouais. Et c'est une phrase que j'ai prise d'un philosophe britannique qui s'appelle Anthony Kwame Appiah, qu'il avait prononcé à la télévision juste après les émeutes de Rodney Kings. Vous vous souvenez, ce conducteur noir qui avait été tabassé par la police et filmé par une caméra vidéo. Il avait été interviewé, il avait dit cette phrase que je trouve, oui, à la fois très simple et très forte. Pourquoi ne pouvons pas nous aimer, oui. Voilà, pour moi, Vas-y, Julie, vas-y. Non, c'est bon, je te laisse poser tes questions. Il y a beaucoup de questions sur les limites dans ton écriture. Comme le personnage d'Esther est très proche de toi, est-ce que tu t'es imposé des limites à ne pas dépasser ou tu as ouvert les vannes complètement? Et est-ce que c'était compliqué pour toi de ne pas trop mettre une part de toi? Alors, je ne suis pas Esther. Autant pour mes livres précédents, je dirais La Réparation, Les Guerres de mon père, j'étais le narrateur du livre. Je ne suis pas Esther, elle a des qualités que je n'ai pas. Pour moi, c'était très facile car il était évident que je n'étais pas Esther. Donc, j'avais beaucoup plus de liberté que dans mes livres précédents. Donc, lui donner des qualités. Par exemple, je me suis rendu compte que pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit une très bonne journaliste, qu'elle soit obsessionnelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Crown Heights. Bien meilleure journaliste que moi je l'étais. J'étais une journaliste un peu contemplative, je dirais, de mes années à New York. Et donc, j'ai pu lui donner des qualités que je n'avais pas et cette obsession de connaître la vérité de ce qui se passe pendant les émeutes et sur la non-intervention de la police. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi que d'habitude. J'ai pu m'amuser avec ce personnage. Moi, je suis toujours réticente à me donner des qualités, pour moi, c'est plus facile, disons, d'avoir les mauvaises pensées que les bonnes. Et donc là, j'étais libre de donner beaucoup de qualités à Esther et au contraire, c'était plus facile que d'habitude. Alors là, j'ai une grosse question qui vient juste d'arriver, donc je vais la lire en direct. L'historien Chapoutot, spécialiste du nazisme, évoque dans ses travaux la fascination exercée par le racisme anti-noir, tel que théorisé aux États-Unis sur le Troisième Reich, pendant son ascension dans les années 30. Dirais-tu, au travers de ton expérience personnelle et des recherches effectuées pour ton livre, que cette proximité essentialiste se ressent concrètement entre racisme et antisémitisme? Certainement. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 20, 30, il y a une union entre juifs et noirs très importante, puisque les juifs, eux aussi, sont exclus de la société américaine comme les noirs. Et donc, il y aura des avocats juifs qui vont, par exemple, aider à la création de la NAACP. Il y aura beaucoup de combats communs et une union importante. Après, en 45, quand on va découvrir l'horreur nazie, ça va être aussi un moyen pour les Noirs américains de commencer la lutte contre les droits, contre la ségrégation. Et là aussi, il y aura une union commune
avec des militants juifs pour se battre pour les droits civiques dans les années 50-60. Disons que la situation des juifs et noirs qui est assez proche jusqu'aux années 70 d'exclusion fait qu'il y a union. Et puis, les juifs se détachent des noirs de cette façon, puisqu'ils commencent à être admis dans la société américaine. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les années 50, 60, il y avait des clubs où les interdits aux juifs. Comme on interdisait certains endroits aussi aux noirs. Donc, il y avait énormément de solidarité et d'une lutte commune. Et malheureusement, pour différentes raisons, dans les années 70, il va y avoir une rupture entre les communautés juives et noires. Mais je suis, par exemple, l'historien W. Dubois, qui est noir, qui est diplômé, qui est un sociologue, qui va je crois que dans le ghetto de Varsovie, dans les années, au tout début du XXe siècle, ou la fin du XIXe, qui va écrire un article en rentrant sur ces ghettos, et qui va comprendre pour la première fois que, alors qu'il pensait que seuls les Noirs étaient ségrégés, il se rend compte que les Juifs le sont aussi de façon aussi brutale en Europe, et que là, il y a une lutte commune à mener, et il voit comment les Juifs sont organisés, et ça va être à l'origine de la création des associations de défense des Noirs et de la lutte pour les droits civiques des Noirs. D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez toutes les deux la peur, la transmission de la peur de tes deux personnages. Et il y a une personne qui voudrait savoir en quoi la peur peut-elle cimenter un couple. Il y a beaucoup de choses qui cimentent un couple. Il y a beaucoup de choses inconscientes qui cimentent un couple. Et la peur est une des grands fondements de l'amour, malheureusement. Il n'y a pas que de choses positives pour unir deux personnes, et la peur fait bien sûr des choses des fausses très fortes qui peuvent unir deux personnes. Alors, j'ai encore une autre question un peu compliquée. Alors, je rappelle que tu ne passes pas le bac, mais c'est des questions un peu philosophiques. Je tente de répondre, j'espère que les réponses satisfont les... Faut-il vraiment tout perdre pour s'adosser à sa propre histoire? Ah non, il ne faut pas tout perdre. Se perdre. Non, il ne faut pas se perdre, au contraire. Esther qui veut ignorer son histoire, qui se croit libre de son histoire, quand elle arrive à New York, va comprendre, grâce à Frédéric d'ailleurs, qu'il faut connaître son histoire. Sinon, vous avez des fantômes autour de vous qui gravitent. Non, il ne faut pas tout perdre, au contraire. Au contraire, il faut savoir. Bon, là, j'ai une question un peu plus légère. Dans quelle mesure le cinéma, en l'occurrence américain, inspire ton écriture? Est-ce que le cinéma, tout inspire mon écriture. Quand je vais au supermarché, je suis inspirée. Un écrivain, c'est quelqu'un qui regarde autour de soi, qui observe. Donc, quand je vais au supermarché, quand je vais au cinéma, bien sûr, mais est-ce que c'est le cinéma qui est américain? Je suis sûrement inspirée par des films de Woody Allen. J'ai sûrement été inspirée par Manhattan ou Annie Hall dans l'écriture de ce livre. Mais peut-être que si je devais être inspirée par un film, ça serait Fanny Alexandre de Bergman, où il y a une confrontation très forte, une union très forte entre la joie et la peine, entre l'amour et la mort. Quelqu'un disait tout à l'heure, mais pourquoi la couverture ressemble à une comédie, celle d'une comédie, une histoire d'amour, et pas quelque chose de plus dramatique. Mais je crois que constamment dans une vie, l'amour, la mort, la violence, le bonheur s'unissent, se confrontent. On ne peut pas avoir l'amour sans la mort, le bonheur sans aussi la tristesse. Alors moi, j'ai une question sur la construction de ton livre. Est-ce que c'était très important pour toi de faire cette construction en miroir? Parce que je trouve qu'elle te va bien. Je trouve d'ailleurs que ce style te va bien. Ça fait du bien de te voir dans cette fiction. Moi, j'ai beaucoup aimé certains de tes livres précédents, mais là, je trouve que ce style te va très bien et je trouve que tu excelles en la matière. Et est-ce que cette construction en miroir, avec toutes ces ambivalences, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambivalence entre l'amour et la haine que tu as traitée. Est-ce que c'était important pour toi de le construire comme ça? Oui, parce que je voulais montrer qu'on a une confrontation permanente dans nos vies. On ne peut pas ignorer l'amour, on ne peut pas oublier la haine, on ne peut pas être
écrit quelque chose qui serait angélique, qui serait qu'une face de nos vies, qui serait l'amour, le bonheur. Je pense souvent à ce film de Bergman, Fanny Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, où la violence, la détresse sont constamment confrontés aussi à l'amour, à la beauté. Je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de plutôt de nature assez optimiste et plutôt joyeuse, mais je peux pas ignorer que la catastrophe est là. Non, non, mais moi, ça m'a intéressé. Moi, j'ai bien aimé ta construction. J'ai trouvé que c'était intéressant et tu nous as amené dans quelque chose qu'on n'avait pas vu chez toi encore. Moi, j'ai trouvé que là, tu m'avais surpris dans ta construction et dans ton écriture et j'ai trouvé ça très agréable et très fluide. Je ne sais pas ce qu'en pense Julie, mais ça change et moi, je te conseille d'aller plutôt… c'est bien aussi de te voir dans les histoires plus personnelles, mais je trouve que ce style-là te va bien, quoi. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui vient juste d'arriver. Est-ce volontaire qu'Esther ne cherche pas à connaître son histoire? Pas qu'elle veuille l'enfouir, mais plutôt qu'elle n'en a pas besoin pour le moment. Elle le croit. Elle croit, comme Julie a cité tout à l'heure l'extrait, où je disais qu'elle croit qu'on peut échapper à son histoire, à son passé, qu'on peut être libre. Elle ne voit pas, peut-être parce qu'elle a 23-24 ans, elle ne voit pas les fantômes qui sont là. Et non, on ne peut pas échapper à son histoire. Et justement, je vais rebondir sur les personnages. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de quitter ces personnages ou est-ce qu'ils sont encore dans ta tête parce que tu disais que tu avais travaillé pendant 3 ans sur l'écriture. Oui, vraiment, comme c'est la première fois que je faisais un roman, j'ai compris que pour y arriver, pour m'en sortir, parce que comme quelqu'un me disait ça, dans le roman, il y a Rome, il faut construire un monde. Donc, c'est pas seulement des personnages, mais leur histoire, leur passé, et je me suis vraiment, pendant 3 jours, n'ai fait que ça. C'est-à-dire que je suis restée chez moi toute la journée, j'ai travaillé. Donc, le confinement, tu te souviens, toi. Donc, et puis là, je continue à en parler. Donc, effectivement, les personnages sont souvent là. Et puis, très souvent, on pense que je suis Esther. Très souvent, on pense que Frédéric existe. Donc, souvent, les gens me demandent, mais alors, j'ai regardé Frédéric sur Google. Si tu vois les dossiers, leur dire, mais non, ce personnage est inventé. La série Netflix n'existe pas. Mais il faut dire que vous êtes taquins, hein, les auteurs, parce que souvent, vous nous emmenez sur des trucs que vous inventez et on va tout chercher sur Internet pour voir. Oui, mais c'est un peu exprès, on est ambivalent. Mais dès qu'on écrit, on ment, on invente. Toute écriture est un mensonge. Donc, tu confirmes la phrase de Tatiana de René qui dit que les romanciers sont des menteurs professionnels. Ah, bien sûr. Moi, je dirais qu'on est des menteurs et des voleurs. Parce que non seulement on ment, mais en plus, on vole constamment autour de soi des choses, des phrases. Là, pour Élise, j'ai volé des choses, des gens que je connais très bien, je des gestes, on vole, on ment et on vole, bien sûr. Bon, alors avant de conclure, parce que là je n'ai plus de questions, je vais laisser la parole à Julie et j'ai oublié de dire que Julie était journaliste au magazine Elle en Suisse, donc je suis désolée Julie, je ne l'ai pas dit, mais je te laisse la parole avant de faire la conclusion, je te laisse le mot de la fin. Aucun souci. Je voulais vraiment remercier Colombe d'avoir accepté cette rencontre 2.0 parce que c'était pas évident. C'est un peu particulier comme ambiance de pas entendre les gens et le ressenti. Merci aussi à Frédéric qui a initié ces si belles rencontres et puis à toi Nathalie aussi qui permet de les réaliser. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous. C'était un plaisir d'être avec vous. Donc moi je vous conseille les libraires ouvrent à nouveau. Oui, les librairies ouvrent lundi. Donc, je vous conseille vivement d'aller chez vos libraires, acheter ce livre, parce que vous allez vraiment être emporté. Il faut le lire, vraiment. Je ne peux pas dire mieux, il faut le lire. En attendant, vous pouvez aussi le précommander chez vos libraires préférés. Vous avez toutes les informations des librairies qui font ce genre de choses, de drive, de quick and collect avant lundi, sur je-soutiens-ma-librairie.com. Et on vous attend tous en librairie lundi, parce qu'il faut vraiment soutenir non seulement les libraires, mais aussi les auteurs qui ont sorti leurs livres, qui n'ont pas eu pour l'instant de vie avec leurs lecteurs. Donc vraiment, lisez ça. Et moi, je vous retrouve demain à 17h30 avec Virginie Langlois pour son livre « Dessine-moi un chat Schrödinger ». Ça sera bien donc à 17h30. Elle a été éditée aux éditions Parole, pardon. Donc là, on va se quitter. Je suis désolée, on va être plongé dans le noir. C'est un petit peu violent après le voyage qu'on a fait à Brooklyn. Mais voilà, donc je suis désolée. Je vous embrasse. Je vous remercie bien, mesdames. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Belle soirée.